Je vais vous parler des nouveaux modes de management. L'entreprise a hérité des rationalités de l'ère industrielle basées sur la productivité, le séquençage du travail, l'organisation hiérarchique, la rémunération du capital. L'ère de la quantité, selon Guénon, le philosophe Edgar Morin, dans son traité sur la complexité, nous démontre que l'univers se complexifie, mais aussi les organisations, les relations humaines. Le monde change, nos organisations changent et s'adaptent, elles aussi par nécessité. Il semble que nous soyons arrivés à la fin d'un système et qu'un nouveau paradigme s'offre à nous. Nous devons réinventer l'avenir et finalement, quel pourrait être le management de demain ? Depuis plus d'un siècle, le management évolue au sein des structures organisées, qu'il s'agisse d'entreprises, de collectivités ou d'associations. Cela étant, la taille des entreprises influe profondément sur les modes de management. Une petite entreprise avec quelques collaborateurs gère ses RH de façon différente de celle d'un grand groupe. Deux grands facteurs interviennent et modifient la donne. Il s'agit d'une part de la mondialisation sur un fond de crise et d'autre part de l'évolution de la communication au travers notamment d'Internet. Le premier point aura tendance, dans un monde en crise régi par la finance, d'exercer une pression parfois énorme sur les collaborateurs des entreprises. Cette pression va même jusqu'à engendrer des drames. Il s'agit, dans des cas extrêmes, de déshumanisation, de pression morale permanente, de produire de la culpabilité, de mettre les collaborateurs dans un état permanent d'insécurité. S'il n'y a plus de sécurité, c'est le deuxième étage de la pyramide de Maslow. Ce qui est au-dessus n'existe plus, ou si peu. L'appartenance à une organisation ou à un groupe, encore moins, la reconnaissance, et ne parlons pas de la réalisation. Ces éléments négatifs se retrouvent peu ou prou dans de très nombreux cas. Est-ce la faute à la crise et à la volonté de maintenir coûte que coûte le résultat des actionnaires, peut-être parfois un peu trop gourmands ? Les raisons sont multiples. Posons-nous quelques questions simples. Quelle est la valeur de chacun de ces collaborateurs dès lors qu'ils ont été formés et qu'ils assurent leur part de travail efficacement? Quel est le coût du turnover? De quels outils de motivation disposons-nous? Comment faisons-nous évoluer nos collaborateurs au sein de l'organisation? L'autre facteur important concerne la révolution Internet. L'hypercommunication de notre monde actuel a modifié profondément les comportements. Les terminaux que sont les smartphones, les tablettes, le PC, la TV produisent une exigence d'information immédiate. Il n'est plus pensable d'attendre la réception d'un courrier postal pour une quelconque information. L'email a remplacé le fax et le courrier postal est bien souvent qu'un moyen de confirmation. Les réseaux sociaux deviennent de nouveaux moyens de communication et la virtualisation de la relation humaine est entrée dans les mœurs. L'Internet apporte le meilleur et le pire. Le meilleur dans la possibilité de l'accès à l'information, à l'échange, au partage d'opinions. Le pire peut-être dans l'absence de relations humaines directes, sans même parler du côté obscur du web. La connaissance s'organise et surtout se conserve précieusement dans le monde de l'entreprise, par ce que l'on appelle le knowledge management. Face à cela, comment pouvons-nous changer notre façon de voir? Et si nous déterminions les RH non pas comme la ressource humaine, mais comme la richesse humaine? Notre point de vue s'en trouvera fortement modifié dans la mesure où nous prenons pleinement conscience de ces termes. Est-ce une réponse aux nouveaux besoins qui émergent? S'il s'agit de créer d'un monde plus humain, de parler d'éco-citoyenneté, de commerce équitable, d'implication directe ou indirecte dans les ONG par exemple, de partage, de recherche de valeurs, de spiritualité, sans doute. Le management peut-il évoluer dans cette tendance? Si c'est le cas, ce sera sur de petites unités. Le meilleur management, de toute façon, s'appuie toujours sur la satisfaction des besoins et ces besoins doivent être connus. Dans la mesure où nos collaborateurs deviennent le centre de nos préoccupations, puisqu'ils sont la vraie richesse de l'entreprise, les questions deviennent comment les accompagner, comment les faire évoluer, comment les rendre plus heureux dans un contexte professionnel. Et imaginons que nous prenions 10 principes et que nous les appliquions. Premier principe, créer la confiance.
Elle se gagne petit à petit au prix de la droiture, des paroles et des actes. C'est par l'exemplarité et non la perfection, car rien n'est jamais parfait. C'est d'être cohérent et constant dans son attitude au quotidien. Deuxièmement, favoriser la créativité. La créativité, c'est la source de la richesse. La brider serait une erreur, même dans des secteurs comme la comptabilité, avec un cadre légal très fermé. Il reste possible de créer des procédures, des tableaux de bord pour améliorer l'efficacité. Le troisième, valoriser la compétence. Cette compétence s'acquiert au fil du temps par les connaissances acquises, par celles à acquérir. C'est une autre source évidente de richesse. Le capital humain augmente dans ce cas-là. Le quatrième, responsabiliser. Des collaborateurs responsables qui connaissent leurs limites et savent prendre des décisions en pleine autonomie, des collaborateurs qui créent leurs propres outils de contrôle afin de réduire au maximum les erreurs, des collaborateurs conscients de leur importance et de leur rôle. Le cinquième, développer la solidarité. Comment aider son collègue de travail, mais aussi comment demander de l'aide ou demander de contrôler une tâche qui vient d'être réalisée. Le sixième, assurer la transparence. Une organisation qui ne laisse pas place aux interrogations, dans laquelle tout est clair, qu'il s'agisse des processus internes et externes, des relations entre les personnes. Le septième, partager les valeurs. Cela peut être le respect, la liberté, la solidarité, l'excellence. Chaque personne véhicule des valeurs qui lui sont chères. Ces valeurs se retrouvent dans l'entreprise et à ce moment-là, si chacun les partage, ce sera également un élément générateur de la culture d'entreprise. Le huitième, tirer ses collaborateurs vers le haut. Comment améliorer en permanence la compétence ? C'est une question récurrente du manager. La formation interne ou externe, le tutorat, sont des outils de base. Les collaborateurs doivent passer par différents stades, celui de l'apprentissage, dans la réalisation des tâches qui leur sont confiées, la maîtrise de ces tâches, jusqu'au statut d'expert, où le collaborateur devient capable de transmettre et de faire évoluer. Le neuvième, apprendre de ses erreurs. Quel enseignement pouvons-nous tirer d'un échec ? C'est par des erreurs successives que l'être humain évolue. Seule l'erreur répétée est blâmable. La confiance entre chacun des membres permettra d'informer ou d'intervenir avant que l'erreur ne soit problématique. L'être humain apprend par itération et par expérience. Considérons que cela peut être la même chose dans le monde professionnel. Ce sera un moyen de progresser. Le dixième, enfin, communiquer efficacement. Sans communication, rien ne peut se passer. Si nous décidons tous d'arrêter de juger notre prochain, mais simplement de juger ses actes, à ce moment-là, un grand pas sera fait et la relation humaine, par le dialogue, sera à la fois apaisée et constructive. Idyllique, me direz-vous ? C'est un rêve impossible ? Eh bien non, ce type de management existe déjà dans les entreprises et celle-ci affiche en général des performances largement au-dessus de la moyenne. Des collaborateurs heureux, des dirigeants heureux, finalement, qu'est-ce que cela coûte ? Le prix à payer peut être élevé s'il s'agit de changer soi-même, car c'est sans doute cela le plus difficile. Vous l'aurez compris, le management du XXIe siècle est résolument orienté vers des collaborateurs considérés comme la véritable richesse de l'entreprise. Cette richesse est ce qu'il faut construire pierre après pierre et préserver. La pression, le stress, la compétition, l'individualisme deviennent des défauts qu'il faut éradiquer au profit du bien-être, du bonheur, de partager des expériences professionnelles, de rechercher l'évolution de l'individu pour que chacun trouve sa véritable place et puisse se réaliser en tant que personne au sein d'un groupe. C'est donc le sommet de la pyramide de Maslow qui est recherché. Et on ne se contente plus des étages inférieurs. C'est un processus équitable et gagnant-gagnant qu'il faut donc à tout prix rechercher. Qu'en est-il de ceux qui ne souhaitent pas rentrer dans cette démarche ? Ils seront poussés par le groupe s'ils n'adhèrent pas, puis s'excluront d'eux-mêmes dans le pire des cas. Cela fait partie des exceptions qui confirment la règle. Elles sont inévitables, mais restent en définitive marginales et ne doivent en aucun cas devenir un prétexte pour bloquer les processus de management. Le manager doit devenir un leader
celui qui détient l'autorité conférée de façon naturelle par ses collaborateurs. Ceci grâce à ses qualités humaines. Cela s'apprend et dans certains cas, c'est acquis, malheureusement pas pour tout le monde. Merci.